Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aline. Salut Aline. Bonjour, Et Raphaël. aujourd'hui, et aujourd'hui, on va vous parler de préparation mentale. Donc, c'est un petit peu ton domaine, hein, clairement. Exactement. Et juste avant de commencer à parler du sujet même, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Aline. Je suis j'ai fait un master STAPS il y a 3 ans maintenant en préparation mentale pour les sportifs. J'ai fait un DU également. Et donc aujourd'hui, je suis préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau et pour les sportifs de bon niveau et pour les sportifs de court. Ok, ça marche. Et la préparation mentale, donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent qui font du sport. Et justement, la préparation mentale, c'est quelque chose que généralement les personnes connaissent de nom, mais voient pas forcément trop ce que c'est. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous dire en quoi consiste la préparation mentale chez le sportif et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important? Donc la préparation mentale, c'est un facteur de la performance sportive. Et c'est important parce que quand on va au niveau, quand on veut faire des compétitions et qu'il y a beaucoup de concurrence, que, on- que la pratique sportive prend une grande part dans sa vie, on va y attribuer plus d'investissement, plus de sacrifices. Et donc la préparation mentale fait partie des facteurs qu'on peut renforcer pour être meilleur dans sa tête, pour développer des habiletés mentales. Ouais, Et donc, comment ça se passe? C'est un accompagnement que j'ai fait avec des athlètes. On va se voir par exemple toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et le but, ça va être de l'accompagner dans ses performances. Donc on fait en général des protocoles qui durent de 3 à 6 semaines, des choses comme ça, selon ce qu'eux, ils ont besoin. Et ensuite, on va travailler sur toutes ces performances, les routines qu'on peut mettre en place, les outils, les actions, tout ce qui peut permettre à l'athlète de se sentir mieux dans sa pratique et le résultat est que il développe ses performances tout en étant bien dans sa tête. ok. Et au niveau, justement, pour améliorer toutes ces performances, etc., grâce au mental, qu'est-ce qui est souvent travaillé en préparation mentale chez le sportif, justement? Donc, il y a une thématique que je travaille à chaque fois avec les athlètes, parce que je pense que c'est la thématique qu'on oublie souvent, qui paraît un peu banale, mais qui en fait prend une grande place dans la préparation mentale, c'est tout ce qui va être la fixation de buts, la détermination des objectifs. Donc ça, c'est très important parce qu'un athlète vient me voir. Les plus grandes erreurs que je vois, c'est soit il a des objectifs très très difficiles et en fait il développe un sentiment de manque de compétences et manque de confiance et donc dans sa pratique ça a beaucoup d'impact. Ouais, Soit l'athlète n'a pas d'objectif, il arrive en me disant bah, je fais ci, je fais ça, mais c'est quoi les objectifs de ta saison, c'est quoi les objectifs de ta séance? J'ai pas, j'ai les objectifs physiques, mais j'ai pas d'autres objectifs en dehors de la prépa physique ou des podiums, des choses comme ça. Ou alors le sportif a des athlètes relativement flous, a des objectifs relativement flous qui ne sont pas clairs, qui sont incomplets où il commet des erreurs du style son objectif c'est que des négations. C'est ouais, mais il faut pas que je sois dernier, il faut pas que je fasse en dessous de ce temps, en dessous de ces hmm, charges-là. Et donc, c'est un mauvais objectif, c'est pire qu'un ne pas d'objectif, c'est que ça peut déclencher des contre-performances en fait. ouais, ok. Et du coup, dans les différents, on va dire, situations que tu as citées, il y en a souvent une qui est... Enfin, t'as dit que par exemple, la première, tu la travailles tout le temps, mais est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup moins courantes que d'autres ou c'est à peu près... ça dépend? Et en général, il faut s'imaginer que c'est comme une pyramide de coupe de champagne. C'est-à-dire que quand on travaille quelque chose, ça va avoir de l'impact sur toutes les autres thématiques. Donc, certes, on vient me voir pour une problématique, on me dit, bah, Aline, j'ai envie de travailler ma concentration, j'ai envie de travailler sur mes objectifs. On me dit rarement, je vais travailler sur mes objectifs. En général, c'est, je vais travailler sur ma concentration, ma gestion du stress. Le stress, c'est un beau mot pour mettre un peu tout le désordre qu'on peut avoir dans la tête. Hmm, En général, on vient me voir pour ça, mais en fait, on va travailler un petit peu sur tout. Mais nous, on va se concentrer sur quelques thématiques parce que l'athlète vient me voir parce qu'il a des besoins spécifiques liés à sa pratique, liés à son niveau, liés à son expérience. Et on va commencer par ça, et puis au fur et à mesure, il y a une voiture qui passe, un camion, un tracteur, voilà, la campagne. Et donc, je prends cette porte d'entrée, et puis dans cette porte d'entrée-là, on rentre dans la maison, hop, et on va voir la salle de bain. Ah, tiens, il y a des problèmes ici, tiens, je vais dans le salon, oh, il n'y a pas de la lumière, voilà. Plein de petits problèmes comme ça. ouais, Et au fur et à mesure, on va voir que c'est pas qu'une thématique qu'on travaille, c'est un petit peu tout.
Et en général, la thématique qui revient souvent, c'est le manque de confiance en soi. Ça, chez les athlètes, c'est chez tout le monde, hein, c'est une problématique que je rencontre de plus en plus, que j'ai de plus en plus avec les athlètes, mais c'est rarement celle qui m'expose dès la première séance. Ok. Et, euh, et justement, quand tu travailles avec ces athlètes-là, que ce soit la manque de confiance en soi, enfin tous les points qui se rejoignent un petit peu, euh, est-ce que tu pourrais nous dire, ou est-ce que justement c'est très compliqué à dire, à partir de combien de temps généralement on peut se dire qu'on commencera à avoir des résultats quand on travaille notre mental? Alors pour les résultats, ça va être... Attends 2 secondes. Donc pour les résultats, ça va être un petit peu comme dans tous les domaines. C'est-à-dire que si tu veux un résultat durable, le protocole va durer plus longtemps. En général, on travaille sur des protocoles minimum de 4 semaines. J'ai dit 3 semaines tout à l'heure, mais ça dépend vraiment de tout. En général, c'est quand même 3 à 4 semaines, jusqu'à 6 semaines. Et puis on va venir mettre à jour le protocole, on va venir rajouter des petites choses, modifier des paramètres. Et puis ça va durer tant que l'athlète il voit un intérêt, tant que l'athlète il voit un résultat. Ouais, Et ça peut se multiplier en fonction de la saison de l'athlète, en fonction des problématiques qu'il peut avoir. Donc, l'idée, c'est que on commence par un protocole qui va durer 4 semaines. On voit les effets que ça peut avoir sur sa pratique. Et puis, si l'athlète est content, est content, c'est un grand mot pour parler de tous les paramètres que je regarde en termes de tests des émotions, tests d'auto-efficacité, tests sur les performances sportives. Mais on va résumer par si l'athlète est content, eh bien, ça nous permet de voir comment je peux jauger un peu le protocole. Évidemment, je ne suis pas une charlatane, c'est des protocoles qui sont issus de la science et des protocoles qui sont validés. Donc, hmm, je vois en fonction de ça. Et puis, forcément, il y a une adaptation qui se fait sur le terrain parce que la science n'a pas toujours raison. Et puis, il y a toujours des différences individuelles qui font que tu es obligé de modifier certaines choses sur le terrain ensuite. ouais. Et, euh, et généralement, les protocoles, tu te rends compte que, par exemple, quand tu es un athlète et que tu crées le premier protocole, est-ce que c'est très souvent ou pas que tu dois le changer assez rapidement ou pour certaines personnes, on va dire le même protocole suffit à tout régler? Mais en fait, par exemple, sur un protocole d'imagerie mentale, je vais écrire un script que je vais enregistrer, que je vais envoyer à l'athlète. L'athlète, pour que je puisse écrire ce script, il va m'envoyer, pendant la séance, on va échanger sur tous les paramètres qui font que je peux construire l'imagerie mentale. Donc, il va tout me dire sur sa pratique, que ce soit, mais vraiment tout, hein, c'est que ce soit comment il est habillé le jour où il va performer, quelles chaussures il va mettre, quelle est la couleur de la pièce, qui il va croiser, il y a quoi comme lumière, comme son, comme décor. Enfin, il va me raconter une scène comme dans un film. Et Ok. moi, dans l'imagerie mentale, je vais tout décrire. Et imaginons dans tout ce qu'il va me décrire, eh bien, je ne sais pas moi, en le scriptant, j'ai oublié un paramètre, je vais lui envoyer tout de suite. Ça peut être que le lendemain, il me dit Aline, non, ça va pas, hop, je rechange tout de suite. Donc, ça, c'est des petites modifications que je vais faire avant le protocole, on va dire. Et une fois que c'est lancé, si ça m'est jamais arrivé hein, de refaire 2 semaines après, hein, vu que j'ai tout bien paramétré à l'avance, en fait, le protocole, il roule et il change si la personne a changé de performance. Donc, imaginons que la compétition, c'était tiens, je pensais à une athlète, c'est une compétition de power, elle devait faire telle performance, passer telle barre. Bah, si la barre elle change, bah, on va rechanger le script pour que ce soit adapté à son niveau de pratique et que ça crée une équivalence par rapport à son niveau, etc., ses entraînements. Si elle s'entraîne plus de la même façon, si c'est plus ces performances-là qu'elle doit réaliser, ben, le protocole n'a plus d'intérêt, il faut rechanger le script et repartir sur une nouvelle préparation. Ok. Et justement, là, t'as introduit le sujet de l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, je sais que c'est quelque chose que personnellement, moi, je connais de nom. Mais je pense que pas mal de personnes voient un peu ce que c'est, mais pas trop. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est que l'imagerie mentale plutôt, et à quoi est-ce que ça sert? Oui, tu tombes très bien parce que c'était le sujet de mon mémoire il y a 4 ans, à mon Master 1. J'ai fait un mémoire donc, sur les effets de l'imagerie mentale selon le modèle PETLEB. Donc, ça paraît d'être un mot compliqué, mais ça veut juste. PETLEB, c'est juste un mot qui définit 7 facteurs qui créent une imagerie mentale efficace. Donc, c'est une méthode, en fait, qui Ok. reprend 7 facteurs que je vais te dire. Et donc, l'objectif de l'imagerie mentale, ça va être de renforcer les performances de l'athlète. Ça peut être un athlète en réathlétisation, ça peut être
pour du perfectionnement technique. Ça peut être juste du discours interne avec des images motivantes, une imagerie pour le futur, donc de projection. Mm. Et donc l'idée de l'imagerie mentale, c'est de créer des images mentales. Donc on va vraiment créer des configurations mentales dans la tête où on va se repasser un film de soi, en train de pratiquer sa pratique sportive. Ça peut être sur un mouvement spécifique, donc là l'imagerie va être très très courte. Ça peut être, je m'imagine dans une action future, dans une compétition future en train de performer, donc là ça va être une imagerie créatrice. Et donc l'imagerie mentale, on la travaille sur plusieurs semaines, hein, comme je te disais, c'est vraiment, mais c'est le travail qui illustre parfaitement la notion de protocole, parce qu'il faut une répétition. Plus on répète l'imagerie mentale, plus on va créer une habitude dans la tête, on va créer les adaptations mentales de gestion du stress, par exemple, si c'est je veux être capable de gérer un tel stress, et ben, on va t'exposer plusieurs fois à ce stress-là mentalement, pour que quand tu y arrives physiquement, et ben, tu as l'impression d'avoir vécu la situation 10 000 fois. Et donc, la magie de l'image mentale, c'est le fait d'y ajouter les 5 sens. Donc, d'y ajouter tout le bagage sensoriel qui est associé à l'action que tu veux préparer mentalement. Donc, si Ok. par exemple, mon but, c'est de préparer mon développé couché, de battre mon record de développé couché, eh ben, tiens, je vais visualiser tout comme je t'ai décrit tout à l'heure. C'est comme un film, en fait. Tu décris le paysage, les sons, les voix, qui tu parles, ce sur quoi tu veux te concentrer, comment tu es habillé. Enfin, ça paraît bête de dire, tiens, comme habillé. Mais en fait, si, parce que si tu arrives à te voir toi-même par tes propres yeux, tes vêtements, etc., eh ben, c'est une façon de te reconnecter à ton moment, parce que les vêtements, ça va créer une sensation kinesthésique. Donc, eh ben, cette sensation kinesthésique-là, c'est le moyen de te reconnecter à tout le décor. En fait, ça peut être les odeurs aussi, ça peut être la vue, ce que tu entends, tous les sens, en fait, qui vont te Ok. permettre de te replonger pleinement dans ton moment. Donc, D'accord. surtout aussi, je parlais des vêtements parce que parfois en compétition, souvent, hein, tout le temps, on n'a pas les mêmes vêtements qu'à l'entraînement. Et donc, suffit juste de changer ça, ça fait un switch. Tu vois, tu sais qu'en compétition, tu mets tel habit, donc tu es en compétition. Tu vois, Ouais, ouais, je vois. Tu fais un peu une association en fait. bien sûr. Et donc, pourquoi c'est efficace, pourquoi ça marche? Parce que les images mentales, en fait, ça sollicite les mêmes aires cérébrales que lorsque tu effectues le mouvement physiquement. Alors oui, ça ne sollicite pas à la même intensité, c'est sûr, mais juste se dire que ça sollicite les mêmes aires, que quand tu imagines le mouvement, ton cerveau, il ne fait pas la différence directement si c'est l'action que tu fais réellement ou si c'est ce que tu imagines. Il a juste l'impression de revivre le moment, de vivre le moment tout court. Et ben en fait, tu viens clairement manipuler, et quand tu connais ton cerveau, tu viens manipuler tout ce système-là et tu peux carrément jouer avec en ta faveur. Et c'est là que ça devient intéressant parce que sur la répétition, sur le long terme, ça a des résultats bluffants sur des athlètes qui sont blessés, qui vont faire de l'imagerie mentale. Et en comparaison avec des athlètes blessés qui ne font pas d'imagerie mentale, eh ben, ils vont avoir un retour à l'activité qui va être beaucoup plus optimisé. Ils vont avoir plus de performance que des athlètes qui n'ont rien fait du tout. Ok. Et est-ce que l'imagerie mentale, c'est quelque chose qui est valable, on va dire, pour tous les sports, ou est-ce qu'il y a certains sports où c'est plus compliqué à mettre en place? Mais je dirais que ça dépend de l'environnement. Il y a des sports où quand tu dépends d'un environnement type, ça peut être plus complexe. Je pense par exemple au confinement, quand tu as des nageurs, tu as Oui, parce que tu es dépendant de la piscine, si tu n'as pas d'eau. Ouais. Donc l'idée, c'est que si tu ne peux plus pratiquer ton sport parce que ça dépend d'un environnement et que je te demande de faire une imagerie mentale de ton dernier entraînement, et que ton dernier entraînement date d'il y a 3 mois, ça peut être plus compliqué de te remettre ça en tête que si c'est juste de la muscu et que tu peux te faire un home gym chez toi et que c'est vite fait, tu vois. Donc, pareil, par exemple, je sais pas moi, le tennis, tu n'as plus accès à ton terrain. Enfin voilà, ça va plutôt être lié à ça. Mais en général, quand tu as un athlète de haut niveau qui pratique depuis des années, il n'a pas de souci à se remémorer les choses et puis ça revient assez facilement avec les bonnes sollicitations. Et non, pour moi, il n'y a pas de pratique où c'est plus compliqué. Ok. Et justement, Ouais. maintenant que tu nous as expliqué un petit peu tout ce qui est imagerie mentale, pourquoi la préparation mentale c'est important, etc. Comment est-ce qu'on sait, en quelque sorte, si on a besoin vraiment d'améliorer son mental parce que c'est quelque chose qui nous limite dans notre performance sportive? Eh bien, pour moi, la réponse, elle est dans la question. Parce que si on sait que ça nous limite, c'est qu'on doit le travailler. Tu vois, à partir du moment où tu sais que tu mets le doigt dessus, tu te dis, tiens, le mental, c'est un truc limitant. Bah, travaille ton mental, en fait, tu le sais. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, ouais. Et c'est la réponse, elle est immédiate. Et puis, je pense que
Bah, on a tous besoin de travailler ses capacités mentales parce que on a tous besoin de renforcer certains aspects pour notre pratique. Il n'y a aucun athlète qui arrive dans une discipline sportive en disant je suis bon partout. Bah, c'est pareil pour le mental. Tu n'es pas bon partout dans toutes les habiletés mentales. Tu dois travailler certaines choses. Certainement que tu en développes naturellement en pratiquant ta pratique sportive. Mais si tu en viens à justement te poser ces questions-là, te dire tiens, je devrais travailler ça, ah, je manque de concentration, ou sans mettre la main forcément directement sur la thématique sur laquelle tu veux travailler, juste, bah, tu as envie de progresser dans ta pratique, tu as envie de te sentir mieux, tu sens que tu as beaucoup de doutes, que tu te blesses, que tu n'atteins pas les objectifs que tu veux, que tu as une petite tension interne, et bah, c'est bon, tu as déjà. Il y a beaucoup, beaucoup de. Je dirais pas symptômes, mais il y a beaucoup d'états et de sensations qui font que, hop, travaille ta prépa mentale, tu vois. Ouais, ok. Il y en Donc a du... pas, c'est pas juste un critère ou deux. C'est en fait travaille ta prépa mentale quand tu en ressens le besoin, quand tu veux progresser, quand tu veux prendre soin de toi, tu veux être fort, que tu veux te renforcer encore plus. C'est comme la prépa physique. Hein. Tu fais pas de la prépa physique parce que tu n'as pas de physique. Tu fais de la prépa physique parce que tu sais que c'est un facteur dont tu as besoin dans tes Ouais. performances et que tu veux devenir plus fort. Donc en fait, c'est plutôt une source, c'est plutôt un signe de force mentale que de travailler son mental plutôt que l'inverse. Ok. Et pour toi, il y a, enfin, on va dire, est-ce que généralement, par exemple, avec les personnes avec qui tu travailles, tu trouves ça plus pertinent ou est-ce que c'est la même chose de travailler justement son mental, par exemple, au début d'une discipline si on vient de commencer ou plutôt il faut attendre d'être un peu plus avancé en niveau, en règle Mais alors, générale? j'aurais deux réponses à ça, parce qu'il n'y a pas de réponse universelle en soi. Mais Ouais, la première, c'est quand on crée une habitude, eh bien, elle est plus facilement, elle est plus facilement ancrée dans le temps quand tu l'appliques depuis longtemps. Donc ça, c'est le cas où tu débutes. Donc si tu prends l'habitude de faire la prépa mentale, quand tu seras au niveau, eh bien, tu auras déjà pris l'habitude de travailler sur ça. Donc si on t'installe de nouvelles choses, eh bien, c'est tout naturellement que tu vas le faire parce que tu l'auras déjà fait. Tu te seras déjà préparé à ce type de travail. Et deuxième réponse, c'est effectivement quand tu débutes une pratique, on va dire que tes capacités d'apprentissage, tes capacités mentales sont beaucoup plus réactives que quand tu pratiques depuis longtemps, puisque les améliorations vont être très très mineures. Quand tu débutes une pratique, c'est là où tu as le plus de marge ouais, d'apprentissage. Donc on va dire que tu as moins de travail en prépa mentale à faire en dehors de ta pratique sportive, puisque ta pratique sportive est déjà très énergivore, il y a déjà beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. Et en termes d'investissement, d'énergie, tu vas plutôt attribuer ton énergie à l'apprentissage de cette pratique et puis ensuite à son perfectionnement, plutôt qu'à déjà une forme de perfectionnement euh, pour ensuite refaire de la préventale ensuite. Mais moi, j'aurais tendance à dire, là, je t'ai exposé les deux avis qu'on pourrait avoir. Moi, le mien, c'est de pouvoir dire que la prépa mentale, ça s'adapte à tous les niveaux sportifs et que si on prend l'habitude de le faire dès le départ, si on veut renforcer son mental et qu'on prend déjà l'habitude de travailler sur sa confiance en soi, d'entretenir, hop, je fais très le protocole, j'ai mon petit carnet d'entraînement mental, je sais comment me concentrer, j'ai des petites stratégies de développement de la motivation. Et ben en fait, quand je ferai des compétitions, j'aurai déjà une longueur d'avance sur les autres parce qu'on va me parler du mental. Déjà, je ne vais pas me barrer en courant. Et ouais, puis en plus, je serai déjà sensibilisée à ces choses-là. Donc, je vais les recevoir avec plus d'envie et plus d'acceptation parce que je sais que c'est bon pour moi. Tu as des athlètes de haut niveau. Je me rappelle bien quand je faisais mon stage en master, je suivais des athlètes en natation, j'en avais une vingtaine. Tu en avais 10 qui étaient super chauds pour en faire. Et allez, tu en avais 5, par exemple, des 5 autres que voilà, ce fait venait. Et les 5 autres qui ne voulaient pas du tout en faire. Et pourtant, d'après l'entraîneur, c'est ceux qui en avaient le plus besoin. Donc en ouais. fait, on se rend compte que si tu pratiques ton sport et que tu as développé certaines routines, tu as développé certaines habitudes et qu'un jour on te dit tiens, on va faire de la prépa mentale, bien sûr qu'à un moment donné, tu te dis ben, ça va pas ou quoi. J'en ai pas besoin, j'ai pas de problème. Ça, c'est ce qu'on est tout le temps. Ok, Et c'est pas ouais, c'est vrai avoir que des c'est problèmes de intéressant. la prépa mentale. Hein. C'est pas Mm. avoir des problèmes, au contraire. C'est juste avoir des solutions en cas de hop, t'as ci, t'as ça, t'as une boîte à outils, t'as tout ce qu'il faut. Tu prends une solution, tu l'appliques là, 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 et c'est bon. Et justement, tu fais bien de parler de boîte à outils parce que la dernière question que je voulais te poser, c'était le top 3 parce que j'aime bien les top 3. Le top 3 de tes techniques pour commencer à travailler son mental dans le sport.
Alors, j'aurais tendance à te dire, ça dépend du niveau, ça dépend de la pratique, ça dépend de l'athlète. Mais si je peux te dire un peu les outils que j'utilise le plus souvent avec les athlètes, bah déjà, Ouais, ça va être tous les outils qui vont être liés à l'imagerie mentale. Et j'en profite, tiens, pour juste dire une petite note. On parle souvent de visualisation. En fait, c'est la même chose, si ce n'est que la visualisation, ça comprend uniquement le champ visuel, en fait. Quand on parle de visualisation mentale, je pense que tu as déjà entendu parler de ouais, ça. mm, Voilà, en fait, c'est juste de dire, bah, je visualise, ok, bah, donc c'est-à-dire que tu vois, ok, mais il y a d'autres sens, donc on parle plutôt d'imagerie mentale, c'est plus fidèle à la définition que je veux lui donner, parce que c'est ça, en fait, l'imagerie mentale, c'est tous les sens, c'est pas juste la vue. La vue, ok. c'est bien gentil, mais il faut le reste quand même. Si tu n'entends pas et tout, ça ne veut rien dire. Hmm, Donc, tu as l'imagerie mentale, donc après, il y a les stratégies d'objectifs multiples. Donc ça, c'est très important, comme je te l'ai dit auparavant, parce que c'est des athlètes qui viennent, qui n'ont pas d'objectif. Et si tu viens sans objectif, ben, tu n'avances pas, tu ne sais pas où tu vas. Enfin, c'est quand même la base de tout, ouais, de savoir ce que tu veux et vers quelle direction tu veux aller. Donc, ce n'est pas un outil en soi, c'est plus une thématique. Et puis, les outils ils vont s'appliquer en fonction de la personne, tu vois. Là, ce que tu viens de te dire, attends, un tracteur, voilà. La stratégie des outils multiples, c'est le fait juste d'avoir trois objectifs, donc résultat, maîtrise, performance. Et donc ça va s'appliquer à tous les champs de, de la performance, que ce soit quel que soit le niveau de l'athlète en soi, tu vas avoir ces trois objectifs-là. Et un dernier outil ben, j'aurais tendance à dire tous les outils qui vont être liés à la relaxation, parce que souvent, et on a des problématiques de gestion du stress, ouais, et dans ces outils-là, alors je vais vraiment faire la différence entre les outils de relaxation et l'imagerie mentale, parce que l'imagerie mentale, c'est pas forcément destiné à la relaxation, bien au contraire. Ça peut être des imageries dynamisantes, ça peut être des imageries justement qui vont te pousser à l'action, qui vont te booster, qui vont te donner de l'énergie. Donc ça n'a rien à voir avec justement le fait de méditer, le fait de se poser, de faire des exercices de respiration. Ça va pas du tout. Peut-être que d'apparence, tu regardes deux personnes, tu as l'impression qu'elles font toutes les deux la même chose, mais non, il y en a une qui imagine, l'autre qui fait un exercice de relâchement, etc. Donc, je dirais en troisième cet exercice-là, parce que je le trouve intéressant. C'est celui que j'applique assez souvent avec les athlètes parce qu'ils en ont le besoin. Et aujourd'hui, bah, avec tous les facteurs de stress qu'on peut rencontrer, je pense que c'est des exercices qui peuvent être très intéressants, même au-delà du sport. ok. Donc du coup, c'est plutôt ouais, les exercices de respiration pour le côté relaxation que tu conseilles. Mais oui, oui, c'est la méditation pleine conscience. Moi, j'ai fait une formation en plus de mon master sur la méditation pleine conscience, c'est les MBSR. C'était 2 mois où on passait 40 minutes à méditer par jour. C'est beaucoup 40 minutes par jour, hein, on s'en Ouais, rend pas compte. Et c'est vrai que ça te shoot l'esprit, en fait. C'est dingue ce que ça peut t'apporter humainement. Et je trouve ça très intéressant à petite dose de le faire avec les sportifs chaque jour. ok. Donc du coup, les trois, donc le top 3 c'est donc l'imagerie mentale en premier, que tu nous as dit. Après, il y a les objectifs multiples. Et puis après, il y a tout ce qui est La exercice de méditation pleine relaxation. conscience. Ouais, voilà. Exercice de Voilà, relaxation. c'est ça. Ça, c'est Ok. vraiment le top 3 pour, on va dire, un public accessible de sportifs. Encore tracteur, c'est beaucoup de tracteurs aussi. Je ne sais pas si tu l'entends à chaque fois, parce que moi, Si, j'ai ça entendu me... vite fait, ouais. Voilà, ok. Bon, ça, c'est les top 3 on va dire, assez accessibles. Après, plus on va monter dans le niveau, plus ça va être plutôt des exercices de routine de performance, de concentration. Et là, ça va être un peu plus précis, un peu plus spécifique, tu vois. Ok. Et je sais pas si, par exemple, t'avais. Enfin, j'ai demandé un top 3 mais je sais pas si tu voulais parler d'un autre outil ou si t'avais même un autre point à dire ou pas pour terminer. Eh bien, pour terminer, je dirais qu'on a beau travailler toutes les habiletés mentales possibles, venir me voir pour me dire j'ai un problème de confiance, je suis stressée. En fait, l'habileté mentale qu'on travaille finalement, la principale, celle qui résume tout le travail qu'on fait, il n'y en a qu'une seule, hein, parce qu'on a beau faire des protocoles, machin, tout a une conséquence. Et le but, c'est uniquement, là, tu as vu, je prépare, Ouais. j'attise un petit peu la curiosité. L'idée, c'est que même si les athlètes viennent me voir pour tout, il n'y a qu'une seule habileté mentale qui permet réellement de performer. Et tout se rejoint là-dessus. Toutes les lunes, les étoiles sont alignées là-dessus. C'est bon, j'arrête avec ma préparation. Ça va être la concentration. Si un athlète performe, c'est qu'il est concentré pendant ces quelques secondes décisives sur l'action à produire. C'est uniquement ça. Tout ce qu'on travaille, c'est pour que l'athlète soit concentré.
S'il a un problème de gestion du stress, boum, s'il a plus de stress, il est concentré. S'il est stressé, il ne peut pas se concentrer. S'il manque de confiance, il ne peut pas se concentrer. S'il n'a pas d'objectif, il ne sait pas sur quoi se concentrer. Tu vois, tout ramène à la concentration. Ok. Donc c'est ça en fait qu'on travaille intérieurement et directement aussi quand c'est le souci concerné aussi. Ouais, mais c'est intéressant comme mot de fin parce que c'est vrai que la concentration, enfin même on s'en rend compte dans nos séances de sport, les séances où on est vraiment à moitié en phase, façon de parler avec la séance, qu'on est dans notre monde et tout, c'est généralement là où on fait les meilleures performances. Exactement, exactement, puisque la concentration, en fait, si tout est aligné, tu es concentré. Tu vois, c'est vraiment le dernier levier. Tac, 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 tout est travaillé, tout est bon, hop, tu es concentré. Si tu n'es pas concentré, c'est que le problème est ailleurs. Ouais. Très rarement, il y a des problèmes, des vrais problèmes de concentration, type trouble de l'attention ou même juste un déficit d'attention, mais qui n'est pas pathologique, juste bah, j'ai un problème d'attention. Oui, ça arrive, mais c'est très rare que ce soit directement ça. Souvent, c'est ailleurs. Ok. Bah Et donc, écoute, c'est un signe. ouais. S'il y a des athlètes qui ont du mal à se concentrer, et ben, souvent on me dit ça parce que c'est pareil, la concentration, c'est un terme qui te déresponsabilise d'un manque de compétences ou d'un. Tu vois, des Ouais. athlètes des fois qui n'assument pas d'être stressés, qui me disent ah, j'ai du mal à me concentrer. Oui, tu sais, la concentration, c'est joli à dire. Je ne suis pas concentré. Oui, ça ne veut pas dire que tu es nul, ça ne veut pas dire que. C'est sympa à dire comme étiquette, mais en fait, derrière, si tu creuses, c'est ailleurs. Donc ça sert à rien de me dire concentration. Je sais que c'est une porte d'entrée. Ok, non mais c'est intéressant ce que tu as dit parce que c'est vrai que quand tu l'as expliqué, ça fait assez sens que la concentration soit liée à tout. Donc t'as bien fait de le dire. Et je sais pas du coup si t'avais un autre point à dire ou si c'était vraiment celui-là où tu voulais appuyer dessus pour la fin. Je voulais appuyer sur ça. Voilà. Ok, On ok, a fait bah, un petit peu le tour de façon synthétique, donc c'est bon. bah écoute, merci beaucoup Aline en tout cas d'avoir répondu aux questions, hein. Pas de souci, je te remercie à toi de m'avoir accordé ce temps pour parler de la préparation mentale. Bah écoute avec plaisir et puis bah tout ce qui est tes réseaux etc tu me les enverras et je les mettrai dans la description du podcast, Oui, de l'épisode. exactement. Ok, Pas ça de marche. souci. Je Bah écoute, t'enverrai. merci déjà à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et puis merci à toi encore une fois Aline et on se dit à la prochaine. À la prochaine.